Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Armarius. On va parler de la guerre froide. Alors la guerre froide, c'est quelque chose qui est très important, qui est complexe, qui dure très longtemps, parce que 47 à 91, c'est énorme en termes de temps. On parle de guerre froide, mais il n'y a jamais vraiment eu la guerre entre les deux grands protagonistes de cette guerre froide, qui sont d'un côté les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors, cette guerre froide qui n'est pas vraiment une guerre, on le verra, c'est plutôt une guerre idéologique, une guerre de confrontation, mais indirecte. On va se servir d'autres pays pour se faire la guerre, etc. etc. Hein. Et si j'étais un bon prof, je resterais sur mon référentiel et je vous dirais en introduction sur la guerre froide, les États-Unis s'opposent à l'URSS, qui sont tous les deux, donc les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1947, ils vont plonger le monde dans une guerre froide, et cette guerre froide va durer jusqu'en 1991. Mais voilà ce qu'on pourrait dire en introduction. Mais en réalité, cette guerre froide commence pas simplement en 1947, elle commence bien avant. Il y a un point de départ. Bon, il faut mettre un point de départ dans l'histoire. Il faut toujours mettre un point de départ et un mot de fin. Et une date de fin. C'est parce qu'on est un petit peu homo sapiens, on comprend pas bien quand ça démarre pas à un endroit que ça finit pas à un autre. On a besoin d'une finitude, nous les homo sapiens. Voilà. D'accord? Mais ça, c'est humain, donc c'est déjà un petit peu, ça démarre déjà un petit peu avant, ça commence pas brutalement, hein. D'accord? Alors, pour un prof normal, ça démarre en 1947 avec la proposition du plan Marshall américain, qui est là pour aider la France et tous les pays alliés qui le souhaitent. Tous les pays européens qui le veulent peuvent adhérer au plan Marshall, même ceux qui ont été libérés par les Russes à l'époque. Et le but des Américains, c'est de nous aider financièrement à travers le plan Marshall, mais surtout nous aider à sortir de la pauvreté pour ne pas qu'on devienne communiste. Parce que la vie est compliquée en France et dans les pays qui ont subi la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de destruction, des routes, des ponts, des villes entières qui ont été détruites. Il faut tout reconstruire. Et tout ça c'est bien compliqué et j'y reviendrai, hein, de toute façon. Mais voilà, on parlera du plan Marshall. Mais comme je vous disais, ça commence bien avant 1947. Et ça commence déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que nous luttons tous encore contre l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, on sait déjà qu'on va s'opposer, on sait que tout simplement les idéologies américaines et russes sont totalement opposées. Les Américains, ce sont des capitalistes, donc l'idée c'est de faire de l'argent. Et de l'autre côté, ce sont des communistes. C'est une dictature qui dit que tout le monde est égaux. Donc on ne peut pas avoir de riches. Voilà. Hein. Donc on sait bien que ça ne peut pas marcher. Et en plus, chacun va essayer d'agrandir sa sphère d'influence, c'est-à-dire d'influencer les pays qui l'entourent. Hein. Et quelque part, ça va être une guerre dans le monde entier parce que chacun veut que n'importe quel pays prenne son idéologie. Hein. Même en Afrique, par exemple, en Ouganda, les Américains voudraient qu'ils deviennent communistes, capitalistes, et les Russes voudraient qu'ils deviennent communistes. Vous voyez, hein. Donc, forcément, ils se heurtent. Ils se heurtent, mais comme je vous l'ai dit, à travers des guerres qui sont à l'étranger. Ils ne vont pas se heurter directement. Ces deux alliés de circonstance pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'autrement ils ne l'auraient jamais été,
euh, ou ses alliés, si on veut, si on compte l'Angleterre, la France, la Pologne et tous les autres, on sait bien qu'ils vont se heurter un jour. Ça ne peut pas marcher. Ils sont deux idéologies tellement opposées que ça ne marche pas. On ne voit pas du tout comment on pourrait faire un mélange de capitalisme et communisme, si ce n'est un petit peu dans le système français où on a une tendance à mélanger un petit peu un modèle capitaliste avec un modèle social. Hein. En plus, il y a deux personnalités fortes à l'époque. Roosevelt va mourir et c'est Truman qui va le remplacer. Et Truman se méfie énormément de Staline. Donc on voit bien là que, en plus, on a deux individus. Il n'y a pas simplement deux idéologies, mais aussi deux hommes qui ne s'entendent pas et qui s'opposent. L'idéologie de Staline, donc qui est communiste, et sa grande idée, c'est aussi d'amener le communisme aux pays qui l'entourent et de transformer tous les pays qui entourent la Russie, l'URSS à l'époque, donc, de les transformer en pays communistes et d'en faire une sorte de ceinture de protection. Vous voyez, comme ça, s'il y a un jour la guerre, on ne fera pas la guerre chez lui. On fera la guerre dans d'autres pays. On commencera à s'affronter sur d'autres lieux. Hein. Ça aussi, c'est la grande idée de Staline à l'époque. Mais tout ça s'écrit pas en 47. Tout ça, ça s'écrit en 45 à Yalta. Alors vous allez me dire, c'est quoi Yalta? Yalta, d'abord c'est une ville, Yalta. Et puis, Yalta s'est fait connaître dans le monde entier par la conférence de Yalta, où les principaux responsables alliés de la guerre contre le nazisme, c'est-à-dire l'Union soviétique de Staline, le Royaume-Uni de Winston Churchill et les États-Unis de Franklin Roosevelt, vont se réunir dans cette ville de Yalta du 4 au 11 février 1945. Yalta, c'est une très jolie station balnéaire au sud de la Russie, en Crimée, au bord de la mer Noire. Voilà. C'est là où vont tous les Russes à l'époque. C'est le Saint-Tropez russe, si vous voulez, quelque part. Hein. Mais ils se réunissent là, pourquoi? La guerre n'est pas finie au mois de février 1945. Elle finit au mois de mai, même au mois de septembre, pour en finir avec les Japonais. Eh bien, ils se réunissent pour se concerter sur la planification de la campagne finale contre les Allemands et les Japonais. Ils savent qu'on va gagner la guerre, mais comment on la termine, de quelle manière, et qu'est-ce qu'on va faire après. En plus, il y aura des grandes questions sur la limitation de la progression de l'armée rouge et de l'armée américaine. Ils écrasent l'Allemagne, mais où est-ce que je m'arrête? Alors ils vont définir une zone où chaque armée devra s'arrêter. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de cette Europe et de cette Allemagne après la défaite d'Adolf Hitler? Il fallait voir comment créer une nouvelle stabilité européenne après la victoire. Une manière aussi d'empêcher l'Allemagne de revenir une Allemagne puissante et avec une armée puissante. Donc tout ça va se gérer à Yalta, du 4 au 11 février 1945. Donc on voit bien quelque part que cette opposition, elle existe et elle a commencé avant 1947. Qu'est-ce qui se passe à Yalta? À la fin d'un des repas, Staline fait tout pousser de la table, sur la table, allez, poussez tout ça, met la table de l'Europe sur la carte, la table de l'Europe sur la table, la carte de l'Europe sur la
table, et il indique jusqu'où il veut aller, lui, comme zone d'influence, après la guerre. Et comme je vous l'ai dit, sa volonté principale est de se préserver de futures guerres qu'il aurait en mettant des pays entre des pays qui seraient communistes, comme lui, entre lui et les Américains. Une sorte de ceinture de pays tampons qui vont devenir communistes. De façon plus ou moins consentante, parce qu'il va promettre de leur proposer de devenir communistes de manière démocratique, mais en réalité, il n'en fera rien. Hein? D'accord, les élections seront truquées et tous ces pays-là vont devenir communistes. Comme transformer, par exemple, il veut à tout prix la Pologne en pays communiste, et on va accepter, alors que les Polonais sont tout à fait contre. Churchill ne peut rien faire, l'Angleterre n'est plus la grande Angleterre, et Roosevelt, il est malade. Et bon, il est prêt à sacrifier la Pologne. Staline est en position de force à Yalta. Ses troupes ne sont plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. C'est lui qui a l'armée la plus puissante sur le terrain. C'est eux qui ont avancé le plus dans l'Allemagne. Et c'est eux qui vont prendre Berlin. On en est sûr. C'est comme ça, c'est les plus forts. Même s'il s'en défend, Staline, il dit « Oh, Berlin, je ne sais pas si je vais le prendre, etc. » Il joue les timorés. C'est son habitude. Donc je vous disais, Roosevelt en face de Staline ne peut pas grand-chose. Il est malade, sa santé se dégrade, il va bientôt mourir. Et il est tellement fatigué de cette conférence qu'il va même aller jusqu'à dire qu'il est prêt à lui donner tout ce qui sera possible de lui donner, sans rien réclamer en échange, tout simplement pour obtenir la paix. Alors là, on voit bien qu'on est face à un individu qui est fatigué, qui n'en peut plus. Il n'est pas prêt alors qu'il aurait pu, militairement. Les Américains sont les seuls à avoir la bombe atomique. Ils en ont que 2 à l'époque. Mais bon, Staline, il ne le sait pas, ça, encore. Donc, il aurait pu discuter en position de force, mais il ne le fera pas. Et on voit bien, donc, du coup, que le sort de l'Europe, et donc le sort du monde, par la même occasion, se joue là, à ce moment-là. Mais avec un avantage flagrant à Staline, puisque c'est lui le plus combatif à la conférence. Et face à Staline, il n'y a plus grand-chose. Un Américain qui a amoindri par sa maladie, et de l'autre côté un Churchill qui gouverne un pays dont l'armée de terre est exsangue pratiquement, qui ne survit que grâce à l'apport des Américains, qui n'est plus le plus grand pays du monde comme il l'était, ou la première puissance mondiale comme l'était l'Angleterre avant 39-45. C'est fini. Les 2 grandes puissances dorénavant, c'est l'URSS et les Américains. Voilà les 2 grandes puissances mondiales après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, c'était la France et l'Angleterre. Mais là, c'est fini. C'est plus ces pays-là. On est devenus des petits pays. Et il va falloir s'y habituer. Le monde a changé. Et on n'a plus notre mot à dire. Ou on ne peut pas dire grand-chose. On peut gesticuler, crier un peu. Voilà. Alors, à Yalta, on va faire croire aux gens, on raconte souvent dans l'histoire, qu'on est plutôt sur un partage du monde à Yalta.
Mais en réalité, c'est tout simplement une épreuve de force. Une épreuve de force entre deux idéologies, un Staline qui est puissant et un président américain affaibli, et un Premier ministre anglais qui représente plus que son pays pratiquement et pas grand-chose, quoi. Il est clair qu'à ce moment-là, personne n'a les moyens de résister à l'URSS de Staline. Et en plus, les Américains, dont Roosevelt, puis Truman par la suite, sont pressés d'en finir avec cette guerre. Pour nous, Français, par exemple, Polonais, en particulier aussi, cette réunion de Yalta a été très mal vécue. D'abord parce que les Polonais ont compris qu'ils avaient été sacrifiés dans cet accord, alors qu'ils avaient participé à la guerre aux côtés des Anglais, que le gouvernement polonais avait eu le courage de continuer la guerre en Angleterre. Ils se sont sentis trahis. De l'autre côté, les Français, surtout ceux qui ont résisté, et l'armée française qui s'est battue à partir de 1943 aux côtés des Alliés, on se rend compte que pour eux, ça n'a pas compté. Voilà. Donc évidemment, aussi en même temps, nous, on présente Yalta comme vraiment les grands méchants qui se partagent le monde et que nous, on a été spoliés. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et Staline, en plus, qui pour faire avaler la pilule le jour de Yalta, leur dit « mais il n'y a pas de souci, les Polonais ». Parce que, évidemment, Churchill met ça sur la table, et les Polonais, vous n'allez pas en faire des communistes s'ils ne veulent pas. Mais promis, il y aura une transition démocratique, il y aura des élections, on tiendra compte des élections, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il va tout truquer, et tout le monde va devenir communiste. De toute façon, c'est facile de truquer à l'époque, il a son armée sur place, et tous les opposants, tous les gens qui ne sont pas communistes sont mis en prison. Comme ça, il n'y a plus que les communistes pour aller voter. Ou pour se présenter aux élections. Voilà. Et quelque chose aussi qu'on ne vous dit pas, c'est que Staline cachait ses objectifs. Il dira par exemple à cette conférence de Yalta que sa priorité n'est pas Berlin. Alors que c'est totalement faux. Sa priorité, c'est bien Berlin. Parce que pour lui, prendre Berlin, capturer ou éliminer Hitler, c'est tout simplement un symbole de sa victoire et un symbole de la puissance des forces communistes contre un pays qui était capitaliste. Hein, l'Allemagne d'Adolf Hitler. Nazi, évidemment. Et il dira qu'il n'est pas intéressé aussi par certaines régions du sud de l'Allemagne, alors que c'est faux, là aussi. À Yalta, il dira non, moi le sud de l'Allemagne, non, je m'occupe du nord, le sud ne m'intéresse pas. Il va faire foncer une partie de son armée vers le sud, vers des régions industrielles allemandes. Tout ça parce que dans la région d'Alem, en Allemagne, il y a l'Institut de recherche de physique nucléaire allemand. Et là, il espère trouver des éléments de fabrication de bombes atomiques ainsi que il veut capturer des ingénieurs et des scientifiques qui font des recherches sur la bombe atomique. Il veut faire ça parce qu'il sait que les Américains ont la bombe atomique. Il le sait, même si les Américains ne l'ont pas encore utilisée. Ils savent, grâce à leur service secret, que les Américains ont la bombe atomique. Ils savent aussi, les Russes, que s'ils veulent rester une puissance dans les années à venir, il va falloir se doter de cette arme nouvelle. Ils ont besoin de ça. Il a besoin de ça pour établir son autorité. D'ailleurs, ça va être une priorité dans le système communiste de l'après-guerre. Construire la bombe atomique, comme les Américains. Hein. Et d'ailleurs, quel qu'en soit le prix.
C'est l'avantage du système communiste, c'est-à-dire que quand vous partez sur un objectif, ben, vous faites des sacrifices ailleurs. Voilà. Sur la nourriture de la population, sur autre chose, quoi. Mais vous foncez et il va y arriver. Il va se doter assez rapidement de la bombe atomique, lui aussi. Churchill, lui, le pauvre Churchill, là au milieu, voit bien qu'il se passe ce qui se passe entre Roosevelt et Staline, et il va essayer d'éviter une sorte d'hégémonie soviétique. Et l'hégémonie, vous savez, c'est quand c'est vous qui régnez, hein, vous êtes au-dessus de tout le monde, sur tout le continent européen, quoi. Mais, comme je vous disais, il n'est plus en position de négocier vraiment contre Staline. Hein. Le seul qui pourrait vraiment, c'est Roosevelt, et il va laisser faire. Ce n'est plus le monde d'avant. Le monde a changé. Et je crois que Churchill le découvre à ce moment-là. Ce monde a été bouleversé, cette guerre a tout changé, et Churchill ne peut rien faire. Donc j'ai fait ce point sur la conférence de Yalta, parce que cette guerre froide, elle commence là, en réalité. Alors dans vos livres scolaires, dans tout ce que vous avez appris, on vous dit 47 et le plan Marshall. Ça relance. On va dire tout simplement qu'à ce moment-là, ça relance. Hein, et ça relance cette petite guerre froide qui avait déjà commencé. Mais bon, suite quand même à cette conférence de Yalta, le monde va rester plutôt en paix pendant 2 ans. Hein, même si en 1945, ça on ne vous dit pas souvent, certains officiers américains et anglais, et même Churchill, se dit, mais pour arrêter Staline, il faut, dès qu'on a mis une branlée aux Allemands, on fonce vers Moscou. Et on récupère, à l'arrière, Churchill disait même, on récupère ce qui reste de l'armée allemande, on les rééquipe, et hop là, hein, ils vont être d'accord avec nous pour leur mettre une branlée aux Russes. Hein, d'accord ? Le général américain le plus connu qui voulait à tout prix foncer tout droit et continuer la guerre avec les Russes, après avoir mis une branlée aux Allemands, c'était le général Patton. Hein, le général américain Patton, qui était très connu. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire, et ça ne s'est pas produit. Alors, mais est-ce que ça aurait simplement marché? Hein, voilà. Tout simplement. Hein, on pourrait faire une uchronie là-dessus. Vous savez, une histoire nouvelle. Voilà. Je vais peut-être arrêter là aujourd'hui, parce que c'est assez long déjà. Yalta, c'est compliqué. Donc, je ferai une autre vidéo sur la suite de Yalta, et vraiment le début, tout début de la guerre froide, comme vous l'apprend, en 47. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur Armarius. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un pouce. Pardon. Allez, à très bientôt avec Armarius.